Spojmai Zariab. Je voulais juste vous citer pour introduire en fait la continuité de la table ronde. Vous avez dit dans une interview datée de 2001, qu'on doit sûrement citer quand on vous voit, du courrier de l'UNESCO. Moi ça m'a beaucoup touchée, donc je me permets de vous citer. Avant d'être écrivain, je suis afghane et je crois que le seul objet de préoccupation d'un Afghan aujourd'hui est que le cauchemar que vit notre peuple depuis 20 ans prenne fin. Que le pays soit sauvé de la politique discriminatoire des talibans, que les femmes afghanes soient sauvées des griffes de ces fous de Dieu. Avant l'arrivée des talibans, elles constituaient 40% du corps enseignant, c'est dire quel était leur niveau intellectuel. À présent, elles sont exclues de la société, leur état physique, intellectuel et psychologique est alarmant. Jamais auparavant les femmes de mon pays n'avaient subi une telle humiliation et jamais l'Afghanistan n'avait connu une telle régression. Que reste-t-il de mon pays ? Ce que j'écris et écrirai ne peut pas être en dehors de ces préoccupations. Du coup, je vais te laisser la parole, Martine, parce que tu as travaillé dans le cadre d'une création en 2006 oui. Sur Dessine-moi un coq. Et Dessine-moi un coq étant le titre d'une des nouvelles oui, de Spojmai Zariab. Voilà. Vos premières nouvelles paraissent dans les magazines littéraires afghans au milieu des années 70. Votre traducteur, Didier Leroy, précise que l'histoire de la littérature afghane se confond en grande partie avec celle de l'Iran et peut se résumer à 3 grandes périodes. Les fondements pré-islamiques, l'âge d'or islamo-persan et la littérature laïque du XXe siècle. La modernité européenne pénètre d'abord en Iran, puis vers 1910 en Afghanistan. Elle se manifeste sous de multiples aspects, parmi lesquels l'apparition de l'imprimerie a permis de produire livres et journaux en grande quantité qui ont véhiculé le changement et engagé un cortège de transformation sociale et d'émancipation progressive des individus. Comme dans les contes populaires, on retrouve dans Dessine-moi un coq des éléments d'oralité très anciens qui mettent en scène des objets magiques. Animaux, objets, ingrédients, personnages, qui sont de puissants moyens pour contrôler les contraintes, censure comprise. Dans votre nouvelle, on trouve un aveugle, un crayon, avec un côté rouge et un côté bleu, et une préparation culinaire. Êtes-vous d'accord avec la dimension magique que j'attribue à certains objets présents dans votre nouvelle? Pour un enfant, tout peut être magique. Et ce crayon bleu et rouge, c'est le seul objet qui était avec ces papiers que cette petite fille possédait. Et qu'avec ces deux couleurs, elle pouvait créer d'autres couleurs en mélangeant. Donc ça prend une dimension magique. Alors, dans la nouvelle, il y a deux personnages féminins, une petite fille et sa mère, et autrement il y a éminemment des personnages masculins très importants, très symboliques pour certains, notamment cet aveugle. Je pense que c'est deux visions de la même religion. Cette religion qui est interprétée différemment par deux hommes. Un homme qui est aveugle, qui est dans l'amour, qui croit un Dieu qu'il imagine, grand, gentil, généreux, juste. Et toutes les définitions que lui, il attribue à ce Dieu qu'il a imaginé. Et puis l'autre Dieu, de l'autre, qui est agressif, qui est oppresseur, qui vous surveille, qui vous perquisitionne. Et c'est deux univers différents et deux mentalités différentes. Je pense que dans la situation actuelle, c'est quelque chose de très actuel maintenant. Et ce que vous avez cité tout à l'heure, peut-être que vous êtes au courant de la situation d'Afghanistan en ce moment. En ce moment même, 20 ans après, ces mêmes gens, ces mêmes
pouvoir officiellement. Donc je pense que c'est une sorte de banalisation de toutes sortes de violences. Et ces violences que vous avez parlé ici, évoquées, ce sont des douceurs par rapport à la violence que la population afghane vit actuellement. Et la condition féminine. Et surtout la condition féminine, parce qu'il n'y a pas de question d'harcèlement, il y a une question carrément de suppression. Suppression dans quel sens? Que les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, de nouveau, en XXIe siècle. Les femmes ne doivent pas travailler du jour au lendemain et doivent quitter complètement la scène publique. Donc s'effacer complètement. On a des femmes universitaires, on a des femmes professeurs, médecins, pharmaciennes, pardon. Donc, elles doivent se cacher. Elles doivent quitter la scène sociale, publique, ne plus apparaître. Autrement dit, ne plus exister. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens, est-ce que vous êtes un petit peu au courant, informé, des moyens de résistance, justement, internes, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient individuelles? Le choc, la vôtre a été plutôt individuelle. Le choc est tellement immense pour le moment, tellement cette attaque morale, psychologique est tellement fort que je pense que les gens sont dans une sorte de béatitude. Même moi. De sidération. De sidération. De sidération. Comment est-ce possible? Et comment le monde voit ça avec cette indifférence? Là, on est dans les violences extrêmes. Dans les violences extrêmes. Ce débat-là, c'est tellement différent que là, c'est une autre dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Je suis un peu dans une sorte de désespoir. Désespoir de l'homme, dans l'ensemble, philosophiquement. Parce que en au XXe siècle, il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de livres, beaucoup de savoir, mais ni la technologie, ni le savoir, ni le progrès n'a pas changé l'homme finalement. Sinon, toutes ces guerres ne devaient pas avoir lieu maintenant. Toutes ces destructions ne devaient pas avoir lieu. On parle de la violence au niveau scolaire, on parle de la violence au niveau de la rue, mais on parle de la violence. On parle pas où c'est tellement banalisé cette violence qu'on entre dans un pays, on détruit tout, on sort, et c'est fini. On n'imagine pas que dans ces pays qu'on entre, qu'on détruit, il y a des millions de vies qu'on détruit. Ici, il n'y a pas la question de violence, il y a une question de destruction. De négation complète. De négation complète. Je vous donne d'un groupe de personnes. Je ne peux pas vous donner l'exemple. Vous connaissez la situation de l'Irak, vous connaissez la situation de la Libye, vous connaissez la situation d'autres pays, mais de quel droit? Et les conséquences en quoi? D'autres violences, l'immigration, enfin, toutes ces conséquences, toutes ces, comment dirais-je, qu'on se plaint après, les pays qui ont commis tout ça, les conséquences se plaignent, que l'acteur premier, ce sont eux. Donc, je pense que même le mot violence ne suffit pas. Il faut inventer, il faut créer un autre mot pour ça. C'est pas la violence, c'est la destruction. On est très loin de symbolique de la violence. On est au-delà. On est au-delà. On est dans. On est dans la violence carrément. C'est pas symbolique. C'est la violence crue. On tue. On massacre, on bombarde, mais tout ça, on n'en parle pas beaucoup, on ne se préoccupe pas beaucoup. Enfin, beaucoup. On banalise.
on est en train de détruire un pays. Vous parlez d'abandon du reste du monde par rapport à la situation. L'abandon et l'indifférence. Et vous allez écrire sur l'abandon? Oui. Vous êtes en train de travailler sur cette... Mais la sidération est telle que, pour moi, c'était inattendu. C'est tombé d'un seul coup comme ça de nous. Ils ont signé, c'est fini, le pouvoir est donné. Mais après, on sauve peut-être 2000 personnes, 3000 personnes, mais un pays n'est pas 2000 personnes, un pays n'est pas 3000 personnes, un pays n'est pas 30 000 personnes. Après, on les partage entre les pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, et des millions qui sont là-bas. Bon, je vais partir sur un ton un peu plus léger parce que, voilà, il faut finir sur une note peut-être un peu plus positive parce que c'est dur tout ce que vous nous avez dit. Alors, moi je travaille sur les représentations entre les femmes et les hommes dans les images et dans les jeux vidéo en particulier. Donc, je voulais dire qu'il y a effectivement la partie émergée d'iceberg, hein, il y a les crimes, les agressions, les discriminations qui ne sont que des horreurs et on ne saurait les classer, mais il y a aussi toutes ces petites violences ordinaires. Et en fait, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit justement, sur la disparition, de façon symbolique, ces petites violences ordinaires qui sont si courantes qu'elles passent très souvent inaperçues, aux yeux même parfois de celles et ceux qui en sont victimes. Je veux parler de l'invisibilisation, tout simplement, de certaines personnes en raison de leur sexe. Et cette invisibilisation, c'est justement l'un des problèmes dont souffre une proportion non négligeable des jeux vidéo grand public. Invisibiliser un ou des individus, c'est un acte symbolique, hein, mais d'une extrême violence. C'est l'ignorer, c'est le nier, c'est le renvoyer à l'inexistence. Historiquement, dans les jeux vidéo, les personnages jouables féminins ont toujours été moins nombreux que les personnages jouables masculins. Ils n'ont pas non plus tenu les mêmes rôles, ils n'ont pas obéi non plus au même code de représentation. Alors pour commencer, je vais vous présenter un petit florilège en guise d'historique sur la question. Donc, les jeux vidéo, en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'ils ont très vite proposé aux joueurs et aux joueuses d'incarner des avatars humains et des avatars sexués. À partir notamment des années 80, quand les ordinateurs ont été capables de présenter le corps humain de façon à peu près crédible. Parce qu'avant, c'était 2 pixels, donc bon, c'était un peu limite. Tout a commencé. Je fais commencer l'histoire. Il y a très longtemps, en 1980, est né Pac-Man. Bon. Un an après, est née Miss Pac-Man. Alors, je passe sur le nom du héros, Pac-Man. Bon, parce qu'il a beau être neutre, et ça a beau être une petite boule jaune comme ça, qui ressemble à pas grand-chose, qui a l'air neutre a priori, il s'appelle quand même Man. Et ensuite, vous avez Miss Pac-Man. Elle pourrait quand même s'appeler Pac-Woman, non? Ben, elle s'appelle Miss Pac-Man. Bon, déjà, ça me fait penser à la façon dont, à une certaine époque, dans certains milieux, on appelait une femme mariée par le prénom et le nom de son mari. Et alors elle disparaissait complètement. Elle n'a plus son nom de jeune fille et elle n'a plus non plus son prénom. C'est arrivé à ma maman, hein, qui devenait Madame Renée de Lignon. Bon, et son prénom et son nom de... plus rien, elle n'existe plus. Donc voilà, on retrouve un peu cette manière de faire. Il y eut Mario et Peach. Alors bon, là, le stéréotype, il est évident comme un œil de la figure. Hein. Peach, vous savez, c'est celle qui ne sait rien faire de ses doigts si ce n'est se faire enlever. Et Mario va la chercher. Alors, vous allez me dire qu'il y a des jeux de Mario où elle fait quelque chose. Oui, mais c'est pas des vrais jeux de Mario. C'est des jeux de course ou des choses comme ça où Mario a exceptionnellement, Peach, pardon, a exceptionnellement le droit de conduire. Dans les vrais jeux de Mario, Peach se fait enlever et Mario va la chercher. Bon, c'est la demoiselle en détresse, hein, le stéréotype de la demoiselle en détresse très connu. J'ai même été vérifié tout récemment dans les premiers Donkey Kong, quand Peach ne s'appelait pas encore Peach et Mario ne s'appelait pas encore Mario, mais Jumpman. Et là, vous avez, alors ça c'est extraordinaire, elle se fait enlever par un méchant gorille, hein, qui s'appelle Donkey Kong. Elle est à côté de lui, en haut de l'espèce de plateforme d'échafaudage où le gorille l'a emmené, c'est une sorte de King Kong en fait, hein. Et elle est à côté, elle pourrait très bien se barrer, il n'y a pas de grille, elle n'est pas attachée, il n'y a rien, mais elle reste, elle attend patiemment que Mario arrive et vienne la chercher. Donc ça c'est Peach. Elle est toujours avec cette petite robe rose, là, ces petits côtés princesse en permanence, et voilà, elle se fait enlever, c'est tout ce qu'elle sait faire. Et puis, avançons un peu dans le temps, il y a eu, alors de gauche à droite, hein, Lara Croft, Kratos, Altaïr, Bayonetta, qui sont tous des personnages très particuliers, hein, je les ai réunis pour... Alors, il y a celles et ceux qui connaissent, les autres, déjà l'apparence, ça peut vous donner un petit peu une idée.
Donc, Lara Croft, moi, ce qui m'a toujours frappé dans sa tenue, alors, effectivement, elle a une tenue très sexy, elle est plutôt jeune et jolie, elle est d'ailleurs toujours jeune et jolie, hein. D'ailleurs, ça, c'est un grand truc des femmes dans les jeux vidéo, elles doivent être jeunes et jolies. La femme, passée 22 ans, 23 ans, n'existe pas dans les jeux vidéo, ou alors c'est une sorcière. Les hommes, ils ont le droit d'être un peu plus âgés, mais en même temps, bon, il y a même des vieux sages, alors surtout, ça vient des mythes, des films chinois, de tout ça, il y a des vieux sages, hein. Il y a même des combattants dont l'âge... Il y a un hindou aussi, par exemple, dans Street Fighter, un yogi. À un côté, vous avez Kratos. Je crois que la détermination, la force virile ne sont pas à démontrer. Hein. Il est tout muscle, tout... Alors ça, c'est aussi un grand truc. Hein. Les hommes, c'est un grand classique de la publicité, par exemple. Pour avoir l'air viril, un homme, ça tire la gueule. Une femme, ça sourit pour avoir l'air séduisante. D'ailleurs, vous regarderez dans la rue, hein, c'est ça, moi, que je reconnais les hommes et les femmes. Les hommes tirent la gueule et les femmes sourient. Hein, voilà. Là, Kratos, hein, c'est une brute et on vous le présente comme tel. Hein. Il est pur muscle, pure arme, il n'est que virilité par tous les pores de sa représentation. Altaïr, il est très intéressant. C'est le premier héros d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est un jeu dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est un jeu d'aventure-action. Et c'est un jeu d'infiltration. Donc c'est un membre de la secte des assassins qui a perdu ses galons d'assassin et qui doit faire un certain nombre de choses pour les récupérer. Et en fait, il est représenté, la virilité qu'il représente est une virilité un peu cachée. Il a sa capuche, et en fait, quand on le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du parcours. Ça n'a rien à voir avec l'époque des croisades où c'est censé se passer. C'est en fait un jeune homme qui fait du parcours dans la ville. Il grimpe sur les bâtiments, il se cache, il agit, sort de l'ombre. C'est un très beau jeu, hein. On se balade dans des univers qui sont magnifiquement reconstitués, qui n'ont pas grand chose à voir souvent avec la réalité historique, mais c'est pas le but d'un jeu, donc on s'en fiche un peu. Mais c'est un autre type de virilité, mais il tue, il est puissant, il regagne sa puissance, enfin on est dans cette optique-là. J'en reparlerai. Bayonetta, c'est un petit peu différent. Bayonetta, c'est une ancienne nonne qui est devenue alors, une sorte de tueuse, quoi. Et elle est vêtue de ses seuls cheveux. C'est un personnage qui est extrêmement difficile à manipuler dans le jeu. Elle a des flingues au bout des mains et au bout des pieds. Et franchement, pour la manipuler, c'est pas facile. Et donc, elle est vêtue de ses seuls cheveux. Donc, si vous êtes suffisamment rapide et agile, parfois vous pouvez apercevoir des choses. Hein, moi, personnellement, j'ai pas réussi parce que je suis pas assez bonne. Mais il y a des gens qui y arrivent. Donc, vous voyez, là, on a en fait une surféminité qui ressemble aux féminités qu'on a par exemple dans Super Nanny. Hein, là, la nana qui surjoue la dominatrice, on appelle ça le camp, hein, le fait de surjouer. Donc ça, c'est Bayonetta qui est très spécial. La grande spécialiste de Bayonetta, c'est Marion Coville, si vous avez envie de lire dessus. Et puis nous avons, alors j'ai pris quand même un exemple masculin, Chris Redfield, donc dans Resident Evil 1 et 5, c'est un survival horror, hein, donc vous êtes au milieu des zombies, il faut essayer de ne pas se faire tuer et c'est possible en tuer le maximum. Vous voyez qu'entre le 1 et le 5, je ne sais pas ce qu'il a mangé ou ce qu'il a fait. À mon avis, il n'y a pas que de la muscu. Hein, quand on compare les biceps et les... voilà, bon. Donc vous voyez, il n'y a pas que les femmes hein, qui subissent la transformation du corps. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que donc il y a des personnages stéréotypés dans les jeux vidéo, c'est évident. Hein, mais il en existe aussi qui ne sont pas stéréotypés ou qui le sont moins, hein, quand même. Alors je vais vous montrer quelques petits exemples quand même, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez, par exemple, ici en haut à gauche, vous avez Jade de Beyond. Alors j'ai un accent anglais déplorable, je m'en excuse. Beyond Good and Evil, qui est sorti en 2003, où c'est une jeune femme. Hein, elle a un âge d'étudiante, hein, mais elle a un corps à peu près normal, hein, pour une fois. À droite, vous avez une image d'un jeu qui s'appelle Journey. Journey, c'est un jeu de 2012. C'est un très très beau jeu, très poétique, où vous incarnez un personnage dont vous ne saurez jamais s'il est fille ou garçon, homme ou femme, puisque vous ne verrez jamais son visage. D'ailleurs, quand on entre dans le jeu, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. On est dans le désert, on touche des choses, il y a des rubans qui se déploient dans le désert, on peut monter dessus, on découvre des interactions. C'est une très belle histoire, hein, mais qu'on découvre à mesure qu'on avance et qu'on essaye des choses. Donc vous voyez, il y a d'autres possibilités hein, dans les jeux. Que se passe-t-il aujourd'hui, d'un point de vue, du point de vue de l'évolution? Les jeux héroïnes évoluent. D'abord, je vais vous montrer une petite charte des seins de Lara Croft. Donc vous avez la première Lara Croft à gauche, avec des seins très pointus, mais ça c'était une histoire de pixels, hein, on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Et son évolution progressive. Donc vous voyez quand même, bon,
D'accord. Alors, la poitrine, en fait, vous pouvez suivre avec les poitrines, donc l'évolution de la mode de la poitrine, hein, donc suivant les années, la taille de poitrine qu'il convient d'avoir pour être à la mode. Façon Barbie, hein, vous savez que Barbie, c'est une poupée qui n'est pas viable. J'ai demandé à un médecin un jour qui m'a dit, cette poupée, alors c'est un kiné qui m'a dit ça plus exactement, il m'a dit, cette poupée, c'est une insulte à ma profession. Parce que, en fait, elle n'est pas viable. Déjà, le cou, il est trop long. Déjà, la tête devrait casser parce qu'au niveau vertèbre, ça ne tient pas. Ensuite, les chevilles et les poignets. Alors, les chevilles, pareil, c'est trop fin, donc ça casse, donc elles tombent. Les poignets, elle ne peut rien porter parce qu'ils sont trop graciles, pareil. Vous allez me dire à la ken hein, pour porter les paquets, mais bon, il n'empêche. Et ici, là, c'est tellement maigre qu'en fait, il manque des côtes, donc on a enlevé quelques côtes, et ensuite il manque un truc, un rate, foie, je sais pas, mais il manque quelque chose. Parce qu'il n'y a pas la place de loger tous les organes dans le peu d'espace qu'il y a. Et vous voyez ce code de la taille hyper fine, là. Alors, là, Lara Croft, elle l'a pas, mais vous avez aussi, ça c'est chez Barbie, elle a le fameux truc là qu'on appelle le tight gap, hein, l'espace entre les deux cuisses quand on serre les cuisses. Un truc qui fait fantasmer les gens qui sombrent dans l'anorexie. Mais ça, c'est quelque chose qui, je veux dire, soit anatomiquement vous l'avez, ou pas. Bon, ben moi je l'ai pas, voilà. Hein, et elle l'a pas non plus. Mais Barbie l'a par contre. Hein, donc pensez-y aussi aux images que ça donne. Ça fait partie des représentations que voient les jeunes et les enfants. Parce que la Barbie la plus courante, c'est celle-là, c'est la Barbie classique, haute sur pattes, avec des pattes. Alors, je vous passe la disproportion hein, de Barbie. Mais il y a un vrai problème avec cette poupée, parce que ça donne non seulement aux filles l'image d'un corps inatteignable, et ça donne aux garçons, qui seraient hétérosexuels, l'envie d'un corps inatteignable. Donc, avec une seule poupée, vous rendez malheureux et les garçons et les filles. Chapeau, hein, ça c'est vraiment un tiercé gagnant. Donc, je vous avais apporté aussi un petit exemple avec les jeux traditionnellement masculins qui opèrent un rééquilibrage. Celle de Fortnite, dont vous avez nécessairement entendu parler, au moins au collège, au lycée ou par vos enfants, où vous avez ici Lux, qui est une femme, donc noire, avec un piercing dans le nez et des tatouages dorés. Pour la première fois, c'est la saison 8 du jeu quand même, il a fallu attendre la saison 8 du jeu. Hein. Le personnage que les jeunes appellent ultime, ce qu'on appelle un skin légendaire, hein, donc une peau légendaire, c'est celui qu'on peut débloquer quand on atteint le dernier niveau, eh bien c'est une femme, enfin, et j'ai envie de dire, et en plus, elle est noire. Ah, ça bouge un peu, ben, il en a fallu du temps. Hein. Ces nouveautés que je vous ai présentées, elles sont relativement récentes, elles concernent encore peu de jeux, mais en même temps, ça bouge, hein. C'est plus aussi monolithique qu'on a pu le croire et qu'on a pu le voir. Alors à titre d'exemple, je vais vous présenter une saga, une série de jeux emblématiques qui est la saga Assassin's Creed, ce que je pense tout le monde connaît au moins de nom dans la salle. Donc c'est une série de jeux à caractère historique, hein, créée en 2007 par Ubisoft, et actuellement il y a 12 titres principaux. Et là je pense, je renoue avec ce que je disais tout à l'heure sur l'invisibilisation. En fait, quand on travaille sur les images, il y a une chose qui est capitale, c'est de, bien sûr, interroger ce qu'on voit, de le regarder vraiment, mais c'est aussi d'interroger ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette image qui pourrait y être ou qui devrait y être? Qu'est-ce qui n'est pas là? Et il ne faut jamais perdre de vue que les représentations, comme leur absence, elles sont politiques, elles ne sont pas uniquement esthétiques, elles ne sont certainement pas uniquement esthétiques ou commerciales, elles sont politiques. Et donc là, vous avez ce jeu qui est sorti en 2015, qui s'appelle Assassin's Creed Syndicate, et on est en 2015, donc ça se déroule pendant la révolution industrielle. Et on a enfin une femme au rang des personnages principaux jouables. Elle s'appelle Evie Fry, je vous l'ai mis juste à côté. C'est la sœur jumelle de l'autre héros, qui s'appelle Jacob Fry. Vous regardez la jaquette et vous allez voir que Jacob, il est au premier plan. Voici Jacob. Ah, j'ai pas de souris. Bon, Jacob, c'est celui qui a son arme largement étalée au premier plan et qui prend toute la place. Et Evie, elle est tout à l'arrière-plan, un peu dans le brouillard là, hein, et elle regarde sur la gauche. Alors, quand on est dans le jeu, en fait, on se rend compte... Alors, je ne parle pas des intentions qu'il y a eu lors de la création du jeu, parce qu'il y a eu des histoires. Hein. Ubisoft, ce n'est pas n'importe quelle société. Mais quand on voit le jeu lui-même, on se rend bien compte dans le jeu que Evie Fry, même s'il faut passer de temps en temps dans Evie Fry, de Jacob à Evie Fry, il faut jouer le jeu en passant d'un personnage à l'autre, Evie est moins importante. Son importance est moindre dans le jeu. Et sur la jaquette, elle est moindre que moindre. Non seulement elle regarde de côté, elle ne vous regarde pas de face, elle est toute petite, elle est tout au fond, enfin elle est vraiment minimisée dans la jaquette. Mais bon, elle est là, donc ça avance un petit peu quand même. Hein. Ça, c'est le premier personnage important dans Assassin's Creed. Puis nous
nous avons eu Assassin's Creed Odyssey. Donc là, on est en 2018 qui est sorti. Le jeu se passe dans la Grèce antique et vous pouvez au choix incarner un ou une hoplite, soit Alexios à droite, soit Cassandra à gauche. Ces deux personnages, pour la première fois, vont être égaux dans le combat. Ils vont avoir la même aventure, ils vont faire exactement la même chose, ils ont les mêmes possibilités, les mêmes capacités. Rien ne change que vous preniez l'un ou l'autre dans le jeu. Et l'autre personnage, celui que vous n'avez pas choisi, apparaît dans le jeu, mais en ennemi. Bon, c'est intéressant, c'est que si vous prenez l'homme, c'est la femme qui est ennemie. Si vous... Bon, je ne commenterai pas, mais je trouve ça parlant. Alors, je vais m'arrêter d'abord sur Alexios. Vous voyez qu'il a une lance à la main. Maintenant, regardez la lance de Cassandra. Je pense que c'est lourd, une lance. Enfin, bon, j'en sais rien, je ne l'ai jamais soulevé. Vous regarderez aussi en haut, là, l'espèce de tissu rouge là qu'il y a au niveau de la poitrine, enfin qui cache un peu le haut du buste. Regardez comment c'est fermé chez Alexios, regardez comment c'est chez Cassandra. Pas tout à fait pareil. Regardez aussi le petit coup de lumière sur la poitrine et sur le sein droit de Cassandra, qui n'existe pas évidemment chez Alexios. Hein. Donc les marketeurs, les designers, les commerciaux n'ont pas résisté à quand même si en principe il n'y a pas de différence, en introduire un certain nombre, au niveau de la jaquette en tout cas. Et puis ensuite nous avons eu Assassin's Creed Valhalla. Ça c'est sorti en octobre ou novembre, je ne sais plus, 2020 de l'année dernière. À nouveau, on a l'idée de la jaquette réversible. D'un côté, vous avez un personnage qui s'appelle Eivor, et d'un côté, vous avez le héros, et de l'autre côté, vous avez l'héroïne. Alors, là, vous avez quelque chose donc, qui est intéressant, c'est que quand on fait cette alerte, vous allez regarder l'attitude, le costume, vous allez regarder les accessoires, et vous allez voir que c'est rigoureusement identique. Ça se superpose complètement. Donc, les différences qu'il y avait précédemment ont été pour le coup gommées. Il n'y a pas de décolleté plus ouvert, il n'y a pas tout ça. Et les seules différences, en fait, que vous avez sont des différences physiques, de masse musculaire, hein, entre elle et lui, le visage aussi, qui est quand même légèrement différent, et la pilosité pour lui, hein, pour le visage. Maintenant, je vais vous présenter le personnage qu'on a au tout début du jeu. Le personnage s'appelle donc Eivor. Vous commencez, vous jouez Eivor enfant. Et il a une dizaine d'années, cet enfant. Et au plan narratif, comme au plan audiovisuel, je dis bien audiovisuel, c'est-à-dire à la fois dans le son et à la fois dans l'image, rien ne permet de dire si on a affaire à une fille ou à un garçon. Et Eivor va grandir, pendant toute la première scène du jeu que vous jouez, il grandit sans être assigné à un sexe en particulier. Alors, dans la version originale du jeu, qui est bien sûr en anglais, hein, c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft Montréal, donc c'est des gens qui évidemment connaissent à la fois théoriquement, en tout cas l'anglais et le français en principe, mais il y a forcément des francophones dans le circuit. Et il y a une phrase très intéressante qui est prononcée par le père, qui lui dit « Ah, te voilà, ma petite Drengr ». Alors, je ne sais pas si je prononce correctement Drengr, hein, mais déjà, on est en anglais. Donc, en anglais, le genre grammatical n'est pas marqué. Donc, on ne sait pas si on a affaire à une fille ou un garçon. La traduction française, on est bien obligé de mettre du féminin ou du masculin. Donc là, ils ont choisi de mettre « ma petite ». Mais en même temps, le mot « drengr », après avoir vérifié, donc en vieux norrois, ça signifie à la fois garçon, jeunesse, mais aussi dur à cuire. Donc, dans cette phrase, vous avez à la fois du masculin et du féminin. Et ça, c'est particulièrement bien vu, je pense, de la part des gens qui ont traduit. En tout cas, ça ne trahit pas le jeu. Alors ça, c'est nécessairement conscient, puisque le jeu a été développé à Montréal, donc avec des gens qui sont bilingues. Ensuite, à la fin de cette scène introductive, le père et la mère de Eivor, qui sont le chef du clan et son épouse, mais qui sont tous deux guerriers vikings accomplis, vont mourir, tués lors de l'assaut mené par un horrible Kjotve le Cruel, donc qui va à peu près tuer l'ensemble du clan. Et ensuite, le jeu va vous proposer le choix du genre. Donc, à ce stade-là, vous allez décider de jouer Eivor au féminin, de jouer Eivor au masculin, de laisser l'animus décider comme on vous le propose. Alors, l'animus, en fait, c'est plus ou moins l'ordinateur. C'est-à-dire que le jeu vous propose de jouer dans la peau d'un homme ou dans la peau d'une femme, suivant les niveaux, tout simplement, du jeu. C'est l'ordinateur qui choisit. Et quand vous passez sur une de ces trois vignettes, il y a une bulle d'information qui vous précise que, quel que soit le choix que vous fassiez, vous pourrez à tout moment le modifier, que ça n'aura aucune incidence ni sur l'intrigue, ni sur le gameplay, ni sur l'expérience ludique. Donc en fait, la version, voilà, donc là c'est des choses qui sont vraiment nouvelles. La version qui n'est pas choisie d'Eivor,
n'apparaîtra pas dans le jeu, contrairement au jeu précédent. Donc ça veut dire qu'il y a de nombreux possibles qui sont offerts aux joueurs et aux joueuses, qui vont du tout masculin au tout féminin, en passant par la possibilité d'alterner entre le masculin et le féminin. Que peut-on comprendre de ça? Et comment peut-on interpréter? Le genre, en fait, dans ce jeu, il n'est pas subi, c'est un choix. Et ce choix est réversible. Il est modifiable à tout moment, et ce, à volonté. Et donc, sur le plan du genre, ça en fait un jeu extrêmement ouvert. D'autant plus si vous vous souvenez qu'on n'a pas affaire à un personnage de roman ou à un personnage de film, on a affaire à un personnage de jeu vidéo. Et la structure même du personnage de jeu vidéo, c'est d'être nécessairement double. Il y a vous et il y a votre personnage. Et aujourd'hui, moi, je peux décider d'être dans la peau d'un karatéka plein de muscles. Demain, je serai dans la peau d'une bimbo. Après-demain, je serai un monstre. Après-demain, je serai une voiture. Hein, je choisis et je peux être tous ces personnages à la fois tant que je veux. Hein, il n'y a pas de limite. Généralement, dans les jeux, il y a on n'a pas ce choix, quoi. Après, il y a quand même quelque chose qui est problématique, en fait. C'est que cette ouverture, en fait, elle a quand même des limites. Puisque, j'en vois deux. La première, c'est que pour qu'une femme puisse embrasser la profession d'héroïne de jeux vidéo, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'elle se calque sur un modèle masculin? Parce que, bon, je ne sais pas si vous l'avez bien regardé, hein, notre héroïne, elle est quand même costaud. Hein, je ne suis pas sûre que si je la croisais dans la rue, je ne l'appellerais pas monsieur. Hein, elle est quand même particulièrement massive. Bon, un peu plus fine que lui, mais elle est quand même très... bon, il faut dire après, elle a une tenue non plus qui est très couvrante également. Donc il y a quand même ce problème-là. Il y a le problème de toujours avoir le modèle du masculin sur lequel on va se calquer. Et puis il y a un autre problème, c'est que finalement, quand on y réfléchit, eh bien il y a juste deux genres. On peut être homme ou femme, il faut choisir. Pas moyen, une fois adulte, d'échapper à cette binarité, d'être un peu, parce que, bon, on est tous, hommes ou femmes, du point de vue du sexe, plus ou moins, mais on peut avoir son petit côté féminin, son petit côté masculin, plus un jour qu'un autre, et tout ça, eh ben, c'est pas prévu. C'est jamais prévu dans les jeux, et du coup, eh bien, ça oblige, voilà, de se ranger dans une case, une fois de plus, ou de se définir, comme n'ayant pas envie de se définir aussi, hein, ce qui peut être une possibilité. Donc, dans ce jeu, il y a certes la volonté de désinvisibiliser, il y a peut-être, j'ai envie de dire, une recherche d'inclusivité aussi, pour que tout le monde trouve chaussure à son pied dans ses personnages, mais au bout du compte, le jeu n'échappe pas complètement aux violences que j'ai évoquées au tout départ. Il n'empêche qu'il repousse les lignes. Et ça, déjà, c'est positif. Hein, donc ça avance. Mais il y a encore des blocages. Alors, je vais m'arrêter là, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais voilà, les personnages que je vous ai présentés, je pense qu'en fait, ils relèvent en partie d'une forme de récupération commerciale, hein, que j'ai évoquée en disant, bah, à mon avis, ils se sont dit, ils ont fait des études de marché, ils se sont posé la question, ils ont pris des études sociologiques, ils se sont rendus compte que ça valait le coup de proposer ça, mais ça reflète aussi en même temps l'évolution des mentalités. Donc c'est pas du tout quelque chose d'entier en fait, hein. Les deux fonctionnent en même temps, quoi. Ma question, et ça je n'ai pas la réponse mais je la pose, c'est dans quelle mesure ces représentations ne sont-elles pas aussi un moteur susceptible de faire évoluer ces mentalités? Et là j'ai envie de dire à suivre, hein, j'espère. C'est le sujet qui m'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets que la guerre? Si, bien sûr. Alors, que la violence. Bien sûr. Moi, volontairement, j'appuie là où ça fait mal, parce que c'est beaucoup plus amusant d'abord, et parce que c'est là qu'il se passe des choses du point de vue du sexisme, du point de vue des représentations. Évidemment qu'il y a des jeux où je pensais à un jeu au hasard, Journée, il n'y a pas de guerre. Flower, vous incarnez un pétale de fleur. Alors moi j'avais adoré Kubert, c'est un petit personnage qui doit modifier les couleurs des carrés sur lesquels il tombe. Tetris, bon, Tetris je pense pas qu'on puisse le traiter de jeu de guerre. Évidemment, il y a plein de jeux indépendants qui sont passionnants parce que moi je travaille sur les grosses machines, ce qui fait de l'argent, ce qui est le plus vendu et ce qui est aussi le plus joué. Mais c'est ça, c'est voilà. Mais il y a d'autres choses aussi, mais qui sont moins achetées, moins vendues, voilà. Mais il n'y a pas, heureusement, que la guerre. Hein. Après, il y a aussi manière et manière de jouer. Il y a une manière de jouer. Vous venez de dire que c'est plus vendu, donc qui est plus vendu en quantité, absolument.
Voilà, bien sûr. Mais oui, ça, c'est le marketing aussi qui fait ça. C'est le marketing. C'est le marketing, parce que le problème de tous ces jeux qui peuvent être passionnants, c'est qu'ils ne sont, pour beaucoup, pas très connus. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait dans les médiathèques, dans les centres culturels, d'amener aux jeunes les jeux qui ne connaissent pas, qui ne rencontrent pas facilement. Donc, et il y en a des dizaines, des centaines. Il n'y a pas des jeux pour apprendre à draguer? Alors si, il y en a. Au Japon, il y en a. Il y a des jeux de drague, il y a des simulations, des jeux de simulation de dating, dating simulator, il y en a beaucoup. Ils se vendent pas beaucoup en France. Ils sont pas souvent traduits aussi. Hein. Et puis, même ces jeux-là, d'un point de vue éducatif, moi je les trouve très intéressants parce que justement, ils sont stéréotypés. Et donc, comme ils sont stéréotypés, je pensais par exemple aux jeux de combat que je vous ai montré au départ. Pour pas voir les stéréotypes, il faut quand même avoir les yeux dans sa poche. Ils sont tellement évidents, ces stéréotypes, qu'ils sont de ce fait plus faciles à déconstruire et éventuellement à mettre à distance. Il y a déjà cette chose-là. Quand on voit Chun-Li, pour pas voir que c'est une caricature de femme, il faut vraiment le vouloir. Quand on voit Ryu, il faut vraiment le vouloir aussi. Et l'autre avantage, alors, il y a l'avantage des images et il y a l'avantage des jeux vidéo. Enseigner avec des images stéréotypées, moi j'enseigne l'égalité entre les filles, les garçons, les femmes, les hommes, ça fait partie de mes cours. Et je dis toujours à mes étudiants, qui sont de futurs professeurs, utilisez les images. Parce que plutôt que de dire à quelqu'un tu es un gros sexiste en pensant ça, alors ça vous viandez dans la demi-seconde si vous faites ça, vous allez convaincre personne. Si par contre vous travaillez sur une image, je prends souvent des images de catalogues de jouets, de choses comme ça, on regarde une image, objectivement qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Ah bah tiens, c'est des petites voitures à pédales, mais il n'y a que les garçons qui conduisent. Enfin, moi, ma mère, elle conduit. Et puis, ah si, il y a une fille qui conduit. Ah oui, mais elle est rose sa voiture. Hein, quand il y a deux personnes, c'est toujours le garçon qui conduit. Alors que dans la vie quotidienne, je veux dire, vous sortez dans la rue, vous allez sur l'autoroute, tout le monde se rend bien compte que c'est pas tout à fait comme ça. Eh bien, ça, c'est quelque chose dont on se rend objectivement compte. Il suffit d'observer l'image, de la décrire, et personne ne pourra dire le contraire. Et du coup, on va pas dire c'est toi qui es sexiste, c'est l'image qui est sexiste. C'est ni moi ni toi, c'est l'image. Et avec les jeux vidéo, vous avez un plus. C'est que non seulement c'est de l'image, donc c'est ni vous ni moi, mais dans l'image, on a ce personnage. Et ce personnage, on va l'incarner au sens propre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut rentrer dans la peau d'un stéréotype de l'autre. Toi, garçon, aujourd'hui, tu vas essayer un stéréotype de femme pour voir ce que ça fait. Toi, fille, tu vas essayer un stéréotype de fille pour voir ce que ça fait. Toi, garçon, tu vas essayer un... Et après, on en discute. Et dans les assemblées, dans les classes, il y a des filles, il y a des garçons. Et je vous fiche oublier que les filles, les garçons, ne vont pas réagir de la même façon. Vous pouvez avoir des filles qui auront des réactions sexistes. Ça existe tout à fait, les filles sexistes. J'en ai entendu. Et même des gratinées. Vous pouvez avoir des garçons qui sont extrêmement ouverts. C'est pas votre sexe qui définit votre sexisme potentiel. Hein. C'est simplement ce que vous faites dans la vie et ce que vous pensez qui définit ça. Il y a un très bel article, on n'est pas sur le genre là, mais d'Olivier Mocco sur GTA. Il parle de GTA, que tout le monde, c'est un jeu donc, où on attaque, on braque des banques, on peut aller voir les prostituées. C'est un jeu qui a une très mauvaise réputation. Et pour cause par moment, mais en tout cas, c'est pas tout à fait ça le sujet. Ce jeu, il dit, est très intéressant si on l'analyse, parce que finalement, il est sociologue, Olivier Mocco, il dit en fait, ça montre quoi? C'est une vraie critique de la société américaine. Ça dit, si vous voulez arriver dans cette société-là, quand vous êtes un immigré, eh bien le seul moyen, c'est le crime. Et ça, si c'est pas une critique de la société américaine, je me demande à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, ce jeu, on peut le regarder en étant apologie de la violence, etc. Mais on peut le comprendre autrement aussi. Donc il faut faire l'effort de décrypter les idéologies qui sont derrière ces jeux, qui ne sont pas toujours terribles. Donc c'est des choses qu'il faut analyser. Ça s'analyse sociologiquement, on regarde ce qui est proposé. Il y a des jeux, par exemple, très violents, dont le contenu peut être politiquement extrêmement correct. Après, ce que je dis là sur la déconstruction par le jeu, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Si vous avez une brochette d'ados sur un canapé qui joue à un jeu, il ne va rien se passer. Hein. Ils vont juste jouer à un jeu de guerre et s'exciter sur le jeu de guerre ou autre. Mais par contre, si vous avez un médiateur, un adulte qui les fait réfléchir, qui pose les bonnes questions au bon moment, qui pose des questions à une fille, à un garçon, qui fait réagir, qui présente une autre image, là, il va se passer des choses. Hein, donc ça ne peut pas se passer. L'éducation à l'image, elle ne se fait pas toute seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'induise, qui la guide. Moi, j'ai juste une toute petite question aussi sur, si tu sais, s'il y a des chiffres sur l'évolution de la population des joueuses et joueurs. En fait, Oui, est-ce que le jeu vidéo est devenu plus féminin
qu'il y a 30 ans. Oui, alors il y a des chiffres, j'ai travaillé dessus pas plus tard qu'hier, donc ils sont tout frais dans ma tête. La dernière enquête faite date de mars 2000, elle est sortie en mars 2021, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc, cette enquête dit qu'il y a 47% d'hommes qui jouent et 53% de femmes. Moi, les statistiques, je me méfie toujours, parce que on peut leur faire dire d'abord un peu ce qu'on veut, et puis il faut voir aussi comment c'est calculé. Quand on commence à genrer, on se rend compte que les femmes ne jouent pas au même jeu que les hommes, tout à fait. Les femmes vont beaucoup plus jouer à ce qu'on appelle les casual games, les petits jeux sur téléphone, on joue dans la queue du supermarché, dans le bus, dans le métro, dans le tram, dans le train, enfin voilà, quand on a 5 minutes. Donc ça, il y a beaucoup des femmes. Et aussi beaucoup de retraités, mais c'est majoritairement des femmes. Quand vous prenez les jeux de type aventure-action et les jeux de type action et infiltration et tout ça, c'est plutôt des hommes. Là, la proportion est, on doit être, je crois que c'est 60 et quelques %, enfin ça dépend des jeux. Donc ça dépend du genre de jeu, ça dépend de la plateforme sur laquelle on joue. Les hommes joueront plutôt sur PC, les femmes plutôt sur téléphone et plutôt sur tablette. Et donc Samuel Coavo écrit qu'il y a quelque chose qui se passe entre les filles et les garçons. Alors ça corrobore en fait une enquête que j'avais moi-même conduite avec un collègue. Et on s'était rendu compte que les filles arrêtaient de jouer plus tôt que les garçons, et que mais que à peu près en gros 99% des jeunes d'âge scolaire sont confrontés aux jeux vidéo. Hein. Un peu plus de garçons et un petit peu moins de filles, mais il n'y a quasiment personne qui y échappe. Hein. Parce que même si on ne joue pas, on voit les autres jouer de toute façon, donc on voit bien à quoi ils jouent. Et donc Samuel écrit que ce qui se passe, c'est une question de socialisation. C'est-à-dire qu'en fait, la socialisation des filles et des garçons ne se passe pas de la même façon. Il y a un moment, à l'adolescence, où les filles sont plutôt à l'intérieur, et les garçons ont une socialisation qui est plutôt tournée vers l'extérieur, vers le groupe de copains, vers les pairs. Et donc, la pratique du jeu vidéo est valorisée par les pairs, et donc les garçons continuent à jouer, et ça fait partie de ce qu'il faut faire pour être admis dans le groupe des pairs. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que pour être un garçon, il faut être comme ça. Et le garçon qui n'aime pas les jeux de guerre, ben, alors, il y en a bien sûr, hein, il y en a plein qui n'aiment pas les jeux de guerre. De même qu'il y a des filles qui aiment les jeux de combat. Et les filles, elles, donc elles arrêtent plus tôt et elles jouent plutôt dans le cadre familial. Donc elles arrêtent plus tôt. Donc il y a plein de différences entre les filles et les garçons. Par exemple, les filles respectent à peu près la signalétique PEGI. C'est-à-dire qu'un jeu qui est interdit en dessous de 7 ans, elles ne jouent pas au jeu si elles n'ont pas 7 ans. Les garçons sont systématiquement au-dessus des normes. Hein. Ils ont 12 ans, ils sont déjà à des jeux 18 ans. Et ça, c'est l'éternel problème. C'est-à-dire que le garçon va vouloir souvent, injonction sociétale, hein, se confronter à ce qui est... enfin, pour être viril, il faut se mettre en danger, il faut aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. Alors qu'aux filles, on dit c'est bien, participe. Hein, c'est la même chose en sport. Hein, l'important, c'est de participer. Oui, surtout pour les filles. Pour les garçons, l'important, c'est surtout de gagner. En tout cas, c'est ce que véhicule la société. Le jour où la société arrêtera de véhiculer des injonctions de ce type, en disant aux hommes, soyez les meilleurs, soyez les plus forts parce que vous êtes les hommes, et qu'elle leur dira, participer, c'est bien pour tout le monde du moment qu'on se fait plaisir, eh ben, je pense que là, on aura fait un grand, grand pas. Mais c'est un des moyens. Voilà.